Gouverner l'Empire romain de Trajan à 410 après Jésus-Christ, sous la direction de Sylvain d'Estéphène. Gouverner l'Empire, un avant-propos, par Sylvain d'Estéphène. La nouvelle convergence des questions d'histoires anciennes au concours externe du CAPES d'histoire-géographie et au concours externe de l'agrégation d'histoire constitue une aubaine pour les étudiants qui souhaitent préparer l'un, l'autre ou les deux concours dans la mesure où leur thématique est presque similaire. Tandis que la question au concours du CAPES embrasse l'histoire romaine depuis l'avènement de Trajan en 98 jusqu'à la prise de Rome en 410, la question au concours de l'agrégation réduit l'arc chronologique aux années 284-410, marqué par la venue au pouvoir de Dioclétien et le sac de la ville par Alaric. Quel que soit le concours préparé, l'ampleur temporelle envisagée, deux notions étroitement associées dans le libellé des deux questions demeurent au cœur du présent manuel. Celle de gouverner et d'empire, une action et un espace, un processus et un résultat. En raison de sa durée pluriséculaire et de son étendue sur plusieurs continents, l'Empire romain constitue la construction impériale par excellence dans l'histoire au point d'avoir inspiré une tentative de restauration en Occident dès le Haut Moyen Âge et d'avoir perduré en Orient avec l'Empire byzantin et influencé à travers ce dernier, la Russie. Sa disparition a tellement marqué la culture européenne qu'on a cessé de s'interroger sur ses causes. Comment un tel empire a-t-il pu soudain disparaître ? D'abord impressionnant et imposant, puis impuissant et impotent, l'Empire romain était-il condamné à une décadence inexorable et intrinsèque par leur choix de couvrir une période qui varie entre un siècle, l'agrégation, et 3 siècles, le CAPES, les deux questions au concours attirent l'attention sur la capacité des Romains non seulement à diriger et à administrer un territoire immense, mais encore à lui conférer une cohésion politique, juridique, économique et fiscale, par-delà les défis que représentent les invasions et les usurpations. En ce sens, les deux questions des concours mettent en garde les candidats contre une vision déterministe de l'Empire romain considéré à tort comme une entité politique dont l'apogée se situerait avant le deuxième tiers du IIe siècle et qui ne connaîtrait ensuite qu'un long déclin. Puisque gouverner c'est prévoir, la résistance de l'Empire romain justifie de s'intéresser aux moyens à la fois humains, idéologiques et matériels mis en œuvre pour affirmer et raffermir son autorité sur un très vaste territoire. Les deux questions nécessitent également de tenir compte des travaux récents sur le concept d'empire en tant que forme politique originale, longtemps jugée archaïque face à l'État-nation. Il est alors possible de mieux définir et de comprendre une forme de gouvernement spécifique et d'ouvrir avec prudence la voie au comparatisme. Grand 1. Un temps idéalisé. A. Le siècle d'or des Antonins. Selon la conception cyclique des anciens, l'histoire de Rome serait marquée par une succession d'apogées et de déclins, d'essors et de crises. L'idée de décadence étant même présente dans la pensée politique romaine dès le IIe siècle avant Jésus-Christ, comme l'a rappelé Santo Mazzarino. Toutefois, l'idée de la restauration des temps anciens et d'un État meilleur que le précédent est présente dès la fondation du Principat avec Auguste, de 27 avant Jésus-Christ à 14 après Jésus-Christ. La paix offerte par ce prince, après plusieurs décennies de guerre civile, encouragea un discours légitimant un régime dont la nouveauté fut traversée en restauration. L'idée de retour à la paix et à la sécurité apparaît également sur les monnaies de Vespasien en 69-79, lui aussi parvenu au pouvoir après une guerre civile. La fin de la dynastie des Flaviens en 69 à 96 et l'avènement des empereurs antonins de 96 à 192 ne sont toutefois pas marqués par un tel événement. La période du IIe siècle est devenue un âge d'or dans les écrits des historiens du IVe siècle, parce qu'entre leur époque et celle des Antonins s'interposait un IIIe siècle troublé. De la même manière, le règne d'Élisabeth Ier d'Angleterre est devenu un siècle d'or après la guerre civile anglaise et le tournant du XXe siècle en France ne fut désigné comme la belle époque qu'après la Première Guerre mondiale. Certes, il existe une monnaie d'or frappée en 121 par Adrien, pouvoir de 117 à 138. Portant la légende Saeculum Aureum, le siècle d'or, Roman Imperial Coinage, grand 3, page 356, numéro 136 pour la source. Mais il s'agit d'une émission isolée, associée aux préoccupations astrologiques de l'empereur, et non de la revendication d'un projet politique en rupture avec le règne de son prédécesseur, Trajan, de 98 à 117. En raison de son talent à manifester son respect au Sénat, Trajan est qualifié par ce dernier de meilleur empereur, Optimus Princeps, et passe pour un modèle de bon empereur. En réalité, l'histoire romaine exprime surtout le point de vue conservateur de l'ordre sénatorial, qui jauge les souverains à leur respect de la tradition, c'est-à-dire de la fiction institutionnelle héritée d'Auguste. Le Sénat, la garnison et le peuple de la capitale forment ce qu'Egon Flegg a appelé le système d'acceptation, les trois groupes auxquels
Il faut ajouter les aristocraties municipales qui jouent un rôle déterminant dans la création d'un consensus et le maintien du prince au pouvoir. Sa capacité à remporter des victoires accroît sa légitimité. Trajan conduit brièvement l'Empire à son extension maximale, voire à ses limites. Son expansionnisme constant se manifeste par l'annexion du royaume nabatéen en 106 et la conquête difficile de la Dacie de 101 à 106. Cette dernière se solde par l'extermination des hommes en âge de porter les armes et la déportation en esclavage des femmes et des enfants survivants, comme le montre la dernière spire de la colonne historique qui orne le forum de Trajan financé par le trésor des Daces, comme nombre d'autres projets monumentaux à Rome et Ostie. Enfin, la guerre contre l'Empire parthe, menée de 114 à 117, prétend porter les frontières de l'Empire au Caucase et au Golfe Persique. Le bellicisme romain fonctionne s'il est victorieux et finance l'effort de guerre, mais l'étendue et la fragilité des conquêtes réalisées en Orient par Trajan incitent son successeur Hadrien à les abandonner dès son avènement. B. Les ambiguïtés du siècle. Nous ne disposons plus des œuvres composées par les historiens romains contemporains des Antonins et dépendons du point de vue particulier des historiens des 3e, 4e siècles, comme Hérodien ou l'auteur anonyme de l'Histoire Auguste. Par chance, les sources documentaires demeurent importantes et prennent la forme de correspondances administratives, d'extraits de lois et d'écrits juridiques. Ces sources de nature littéraire et épigraphique expliquent que le fonctionnement quotidien de l'Empire revête l'aspect d'un dialogue permanent entre le prince, les différents échelons de l'administration romaine et les représentants des cités ou des communautés infraciviques qui exercent le gouvernement local au quotidien. Tous semblent former les rouages d'une machinerie politique qui dissimule dans ses longues formules de politesse et ses profondes marques de respect la toute-puissance de l'autorité romaine incarnée et actionnée par le prince. Dans son étude fameuse sur les rapports entre l'empereur et le monde romain, Fergus Millar a mis en lumière les articulations de cet échange constant, formel et policé entre le souverain, les représentants du pouvoir et les administrés, ou plutôt les élites qui, de manière collective ou individuelle, sollicitent son intervention, surtout dans le domaine fiscal ou pour des affaires judiciaires. Inscriptions publiques, textes de lois et lettres officielles composent par petites touches successives et complémentaires le portrait d'un empereur au service de ses concitoyens, soucieux d'appliquer dans son action quotidienne les principes élevés au rang de vertu impériale, de justice et de raison, de modération et de sagesse. On l'aura facilement compris, cette image volontiers idéalisée semble correspondre à Hadrien et davantage encore à Marc Aurèle, 161 à 180 pour son règne, l'empereur philosophe par excellence. Outre les lettres de Pline le Jeune et de Fronton adressées à Trajan, Antonin le Pieux, de 138 à 161 pour le règne, et Marc Aurèle, on dispose de dossiers épigraphiques qui éclairent d'une lumière précise mais ponctuelle le gouvernement au quotidien. Thor Hawken a rassemblé des inscriptions qui restituent le dialogue entre le prince, les services de sa chancellerie, l'administration provinciale et les notables locaux. Selon le modèle de l'empereur mis en exergue par Fergus Millar, ces inscriptions donnent l'image d'un souverain qui toujours répond aux sollicitations, réagit à la demande et semble avoir pour seule mission de résoudre des problèmes isolés. En réalité, force est de reconnaître au prince une capacité d'action, et non seulement de réaction, même si le caractère fragmentaire de la documentation donne le plus souvent l'impression d'actes ponctuels, sans continuité ni vue d'ensemble. Assurément, les objectifs visés se résument à la suggestion des provinciaux, à la perception d'un tribut exprimant leur soumission, et au maintien de l'unité territoriale par le déploiement de tout un appareil militaire, dissuasif à l'extérieur et très exceptionnellement répressif à l'intérieur. Ces réalités affleurent à peine dans les sources qui émanent des élites et où ces dernières manifestent leur fidélité au pouvoir. Même Hadrien, qui parcourt l'Empire en quête de paix et soucieux d'équilibre, n'hésite pas à réduire les prérogatives des magistrats à Rome en fixant définitivement la procédure judiciaire, édit perpétuel du préteur en 131, et à systématiser l'emploi de l'adjectif sacré comme synonyme d'impérial pour souligner le caractère exceptionnel presque divin de sa fonction et de sa personne. Grand 2, un temps d'incertitude. Ah, quelle crise! Les dossiers épigraphiques étudiés par Thor Hawken se situent dans les années 180-240. Ils révèlent le souci des autorités d'intervenir pour soulager des communautés provinciales, et encore la détresse de ces dernières face aux abus des magistrats et surtout des soldats romains. Si les cités forment des collectivités assez importantes pour ne pas avoir à trop craindre les excès des agents et des militaires missionnés par l'empereur, en revanche, les populations rurales qui appartiennent aux territoires civiques ou aux domaines impériaux sont désemparées. Elles ne peuvent accéder au prince qu'en franchissant les échelons administratifs qui fonctionnent comme des niveaux de compétences et des filtres successifs entre les administrations et l'empereur.
Pour cette raison, l'entremise d'un officiel, la recommandation d'un grand personnage, le patronage d'un puissant, constitue une hiérarchie parallèle de relations personnelles qui résulte d'un système politique où le souverain détient de larges prérogatives dont il délègue une partie à un entourage servant d'interface avec l'extérieur. Les communautés infraciviques ont peu de chances d'atteindre cet entourage princier et placent leurs espoirs dans les magistrats provinciaux. La gravité de la situation et sa résonance sociale peuvent encourager l'intervention directe de l'empereur et la réaction des échelons intermédiaires. Ces appels au secours constituent-ils, selon une formule de Peter Harman, des éléments individuels d'une situation de crise ? Thor Hawken a défendu l'idée que la réactivité de l'empereur et de son administration manifestait, au contraire, le souci du pouvoir romain d'assurer la protection des communautés villageoises et de réprimer les abus des représentants civils et surtout militaires de ce même pouvoir. L'ampleur des difficultés de l'Empire à partir du milieu du IIIe siècle a conduit les historiens à en chercher les causes dans l'affaiblissement démographique produit par la peste antonienne, apparue en 165 et étudiée par Eliolo Cascio. Les guerres marcomaniques de Marc Aurèle en 169-172 et 178-180, ou bien l'instabilité de la dynastie des Sévères, de 193 à 235. C'est pourtant sous les Sévères que l'Empire atteint son extension maximale et durable par des conquêtes en Maurétanie césarienne, en Tripolitaine et en Mésopotamie. De même, la fin de la dynastie des Sévères n'aboutit pas à une dégradation concomitante de la situation générale. La découverte en 2008 de vestiges d'un champ de bataille à Arzorn, dans la vallée de l'Elbe, a montré la capacité de Maximin le Thrace, de 235 à 238, à lancer une expédition victorieuse mais fort coûteuse à plus de 300 km des frontières romaines. Il est toutefois inutile de révoquer, en doute, l'existence d'une vraie crise de l'Empire au IIIe siècle. Mais cette crise est discontinue. 3 moments de crise profonde peuvent être identifiés. 251-253, 259-262 et 266-272, les dates pouvant être déplacées d'1 ou 2 ans selon la perspective retenue. Ces 3 périodes ont en commun de conjuguer des attaques barbares en plusieurs points de la frontière et des coups d'État. La crise culmine quand elle est à la fois extérieure et intérieure. À la suite de Michel Christol, en dépit du point de vue hostile d'auteurs anciens favorables au Sénat, il faut souligner le rôle décisif joué par Valérien, de 253 à 260, et son fils Galien, de 260 à 268, dans la défense et le redressement de l'Empire. B. Quelle autorité ? La liste d'invasions et de batailles qui se soldent par des défaites et des victoires explique la succession de 25 empereurs entre 235 et 284. Ce tourbillon de souverains frappe par la brièveté des règnes, moins de 2 ans en moyenne, et l'absence de transmission dynastique de pouvoir. L'exception est constituée par Valérien et Galien, qui exercent le pouvoir durant 15 ans, de 253 à 268. La nécessité pour le prince de conduire les opérations redonne à sa fonction une forte dimension militaire, et explique que la carrière des armes constitue la voie privilégiée pour recevoir et ravir le pouvoir suprême. Non sans mépris, à la fin du IVe siècle, le sénateur et historien Aurelius Victor, dans César 25, voit en Maximin le Thrace le premier soldat devenu empereur. En réalité, les empereurs du IIIe siècle sont issus pour certains de l'ordre sénatorial, et en majorité de l'ordre équestre, comme Maximin de Thrace. Aurelius Victor incarne une historiographie sénatoriale hostile à la promotion d'officiers supérieurs au rang d'empereur, et il écrit à une époque où le principe dynastique s'est à nouveau imposé. Cela n'a pas empêché la recherche historique de langue allemande de forger au milieu du XIXe siècle le concept de Soldatenkaiser, un terme péjoratif d'abord utilisé pour Septime sévère et dépourvu de fondement scientifique, du moins réducteur, même s'il traduit le fait qu'à partir de 268, les officiers du rang équestre accèdent au rôle de candidats au trône et d'électeurs des empereurs à la place des sénateurs. Le terme a désormais perdu sa valeur dépréciative et reste usité comme un indicateur chronologique plus ou moins pertinent, ainsi que l'a montré Matthaeus Heil. De même, la notion d'anarchie militaire est à abandonner. Durant la tourmente du IIIe siècle, jamais la dignité impériale n'a paru aussi fragile. Comment interpréter alors la résistance de l'Empire aux envahisseurs, sa cohésion et sa mobilisation pour parer aux dangers ? De mesures d'urgence en expédient, de manipulation monétaire en réquisition, les empereurs sont réactifs. Si les titulaires changent, certaines mesures sont conservées par les successeurs, si elles se sont révélées efficaces. On peut néanmoins se demander, à la suite de Mario Mazza, si le redressement n'a pas été réalisé au prix d'un tournant autoritaire du pouvoir. Les corps intermédiaires comme le Sénat, l'ordre équestre ou les cités ont-ils été déclassés ou simplement instrumentalisés par l'État ?
Comme l'a montré Jean-Michel Carrier, les efforts volontaristes des empereurs du IIIe siècle ont porté leurs fruits sur Dioclétien, de 284 à 305. L'Empire peut s'appuyer sur les bases restaurées de la puissance, que sont la fiscalité et l'armée. On serait tenté d'ajouter un troisième fondement constitué par le droit, et déjà très développé sous les Sévères, car Alcala, 211 à 217, accordant la citoyenneté romaine à presque tous les habitants libres de l'Empire en 212. Le fait de surmonter les épreuves du IIIe siècle a encouragé, sous la tétrarchie, une unification, une systématisation et une concentration sans précédent du droit et de la justice aux dépens des survivances juridiques locales et des instances judiciaires inférieures. L'existence d'un collège tétrarchique correspond à une période d'intense production législative, comme l'a révélé Simon Corcoran. Ce dernier a souligné que la législation se fait moins réactive et plus affirmative, dans la mesure où elle constitue non plus la réponse à des demandes ponctuelles, mais l'expression d'un véritable programme de gouvernement. Grand 3. Un temps caricaturé. A. L'absolutisme en question. Associé au bas empire, une périodisation dépréciative inventée par l'historien Charles Le Beau au milieu du XVIIIe siècle, le règne de Constantin de 306 à 337, est marquée par sa conversion au christianisme. Le caractère monarchique et chrétien de son pouvoir explique l'hostilité des historiens libéraux et anticléricaux, ainsi que les biais interprétatifs de leurs analyses. Le plus grand représentant de ce courant hostile reste Théodore Mommsen, décédé en 1903, qui qualifia la période tardive de dominat par opposition au principat des 1er et 2e siècles, en se basant sur le remplacement dans la titulature du terme de princeps par celui de dominus sous Dioclétien. Cette évolution est pourtant présente dès Dominicien, de 81 à 96, et s'affirme sous Marc Aurèle, de 161 à 180, et encore plus sous les Sévères, de 192 à 235. Mommsen considère le pouvoir romain, à partir de Dioclétien et de Constantin, comme despotique, car coupé de ses racines institutionnelles italiennes et ouvert aux influences orientales. Il faut attendre les années 1970 pour qu'une réfutation en règle soit apportée par Jochen Bleichen, qui rappelle à bon droit que la position institutionnelle du prince reste toujours fondée sur l'assentiment de l'aristocratie, le soutien de l'armée et la sacralisation de sa personne. Pour cette raison, René Feldschifter a pu facilement adapter le système d'acceptation au pouvoir impérial établi à Constantinople, dans la mesure où la stabilité du souverain nécessite le soutien du Sénat, de la garde du palais, des factions de l'hippodrome et du clergé de la capitale. Qu'on se situe sous le Haut Empire ou le Bas Empire, terme employé ici comme simple élément de périodisation, force est de reconnaître que le gouvernement repose sur le consensus des élites de la capitale et des cités de l'Empire. Un tournant s'opère avec Théodose Ier, 379-395, voire des Valentiniens Ier, de 364 à 375. Le premier encourageant la sédentarisation du pouvoir, tandis que le second autorise l'avènement d'empereurs enfants. Constantin s'étant limité à élever ses jeunes fils au rang de César et non d'Auguste. Si Gratien et Valentinien II, fils de Valentinien Ier, sont victimes d'une usurpation en 383 et 392, Arcadius et Honorius, fils de Théodose Ier, meurent sur le trône en 408 et 423. Ces destins opposés amènent à s'interroger sur les raisons de la destitution des uns et de la continuité des autres, l'incapacité à réduire les tensions au sein de la classe dirigeante, ainsi que le manque de charisme et d'expérience militaire expliquerait la chute de Gratien et de Valentinien II, tandis qu'Arcadius et Honorius seraient parvenus à neutraliser ces tensions, ou plutôt à les dépasser. Averill Cameron et Michael McCormick ont forgé le terme de liturgification et Sabine McCormack a évoqué une liturgie impériale pour désigner le ritualisme aulique à Byzance. Toutefois, on peut appliquer ces idées au 5e siècle dans la mesure où Arcadius et Honorius accentuent la dimension pieuse de leur personne lors de cérémonies publiques pour affermir leur pouvoir et se présenter en garant de la protection divine, source de victoire. Le cérémonial qui entoure les dirigeants du Bas Empire, mieux connu que pour la période précédente, exalte le souverain et son entourage brillant au point d'avoir suscité des rapprochements hâtifs avec les monarques de l'époque moderne et leur système de cour. L'examen des déplacements des souverains et de la composition de leur entourage révèle qu'ils ne sont pas prisonniers de leur cour et que cette dernière reste un lieu d'intégration et de renouvellement, non d'exclusion et de confinement. B. La contrainte expliquée. Alors que le pouvoir suprême se fait moins mobile sans devenir immobile, son autorité rayonne comme jamais dans les provinces grâce aux préfets, aux vicaires et aux gouverneurs. Elle est cependant parfois parasitée par des usurpateurs plus rares ou des envahisseurs toujours menaçants. L'étude du gouvernement de l'Empire romain tardif et de son efficacité est, elle aussi, parasitée par des considérations idéologiques sinon anachroniques.
La principale question porte sur la taille et le coût de l'administration impériale dans l'Antiquité tardive et son rôle dans la stabilité ou, à l'inverse, l'affaiblissement de l'Empire. Au 1er et 2e siècle, ce dernier fonctionne avec une armature administrative légère, pour ne pas dire squelettique, constituée par quelques centaines de représentants dépêchés de Rome par l'empereur et le Sénat, auquel il convient d'ajouter le personnel de bureau qui assure le suivi des affaires par-delà la rotation des envoyés de Rome ainsi que l'appareil militaire. L'essentiel du quotidien administratif, c'est-à-dire l'entretien de la voirie et des édifices publics, l'exercice de la basse justice, la collecte des impôts et des taxes, ressortit à la compétence des communautés civiques. De droit ou de fait, elles constituent des unités autogérées et les interlocutrices privilégiées du pouvoir romain. Ce dernier est surtout présent dans les provinces par des troupes en garnison, en déplacement ou en mission militaire ou civile. On discerne, à partir de la seconde moitié du IIe siècle, et plus encore sous la dynastie des Sévères, un processus d'augmentation progressive des effectifs de l'administration impériale en poste dans la capitale et les provinces pour mieux gérer les rentrées fiscales, parce que les dépenses publiques augmentent rapidement. Un accroissement numérique des militaires et des fonctionnaires est également constaté au IVe-Ve siècle. Arnold Jones a estimé à cette époque les fonctionnaires impériaux à environ 31 000, et c'est une estimation basse. Cet essor est consécutif à la judiciarisation, la militarisation et la fiscalisation de l'État. Le besoin de mobiliser les ressources contraint le pouvoir à intervenir auprès de ses administrés qui, en retour, bénéficient d'une justice et d'une protection plus proches. Il est pourtant usuel de comparer l'administration romaine tardive à une bureaucratie avec la charge polémique que revêt ce terme. Mieux vaut préférer l'opinion de Max Weber, qui conçoit la bureaucratie comme une structure publique caractérisée par son efficacité à la fois rationnelle et impersonnelle. À la suite d'Andrea Giardina, Peter H. a nuancé cette définition pour le bas empire. Si la bureaucratie est un pouvoir visant à contrôler et fournir des ressources aux dirigeants, elle possède en revanche une dimension personnelle parce qu'elle est dominée par des formes de clientélisme, les officiels portant même le nom de famille de l'empereur à partir de Constantin. Ici se trouve une limite de l'efficacité administrative romaine, puisque la personnalisation des relations vis-à-vis de l'empereur et des administrés réduit l'impartialité et donc l'action des représentants de l'État. Ils exercent néanmoins un contrôle plus étroit sur les catégories socio-juridiques mobilisées pour la collecte, la fourniture ou le transport de denrées fiscales destinées à rémunérer militaires et fonctionnaires et à nourrir les habitants des deux capitales. Déjà sous Vespasien, en 69-79, davantage au IVe siècle, la législation impériale rappelle à l'élite sénatoriale et municipale son obligation de contribuer à l'effort commun. Comme l'a bien montré Jean Gascou, à partir de la documentation papyrologique, la contrainte légale imposée à tous par l'État a pour but d'assurer la continuité et l'efficacité du service public. Plutôt que de proposer une conclusion récapitulant les principaux points évoqués dans les pages précédentes, il a semblé plus important d'exprimer notre entière gratitude envers tous les collègues, non seulement ceux qui ont accepté de participer à la rédaction de ce manuel, et dont les noms figurent dans les pages qui suivent cet avant-propos, mais encore ceux qui ont aidé par leurs conseils, leur relecture et leur soutien. Il s'agit d'Anthony Alvarez Molero, Christophe Badel, Robinson Baudry, Stéphane Benoît, Audrey Bertrand, Clément Bure, Miguel Canas, Maria Cristina Carril, Giovanni Alberto Secconi, François Chausson, Simon Corcoran, Pierre Cosme, Xavier Dupuis, Jérôme France, Anne Gangloff, Andreas Gutzfeld, Rudolf Haensch, Christine Hoyt van Kovenberg, Olivier Huck, Pierre Jaillette, Thibault Lanfranchi, Jocelyne Nelly Clément, Fabrizio Opedisano, Anne-Lise Pestel, Pier Francesco Porena, Umberto Roberto, Emmanuel Rosso, Manuel Royo et Jean-Michel Spieser. Gouverner l'Empire romain de Trajan à 410 après Jésus-Christ, sous la direction de Sylvain d'Estéphène. Première partie, connaissances et usages de la question. Chapitre 1, méthodologie, se préparer au concours. Partie de Nicolas Kyriakidis. Ce manuel entend aider les candidats au concours du CAPES d'histoire-géographie et de l'agrégation d'histoire à se préparer pour réussir les épreuves écrites et orales d'histoire ancienne. L'expérience pédagogique cumulée des auteurs, qui ont pour la plupart d'entre eux préparé depuis de nombreuses années des générations d'étudiants à ces échéances, les amènent à cette constatation. La maîtrise de la méthodologie propre à chacune de ces épreuves et la compréhension des critères d'évaluation du jury sont les conditions nécessaires de la réussite. Accumuler des connaissances sans maîtriser la forme et l'esprit des exercices d'évaluation reviendrait, pour utiliser une métaphore sportive, à s'entraîner à la Coupe du monde de football en pratiquant le rugby. En effet, la bonne compréhension de la prestation attendue par le jury lors des épreuves doit dicter la préparation du candidat dès le début de l'année. L'ampleur des questions de programme est telle que toute exhaustivité est évidemment illusoire.
Une bonne préparation est une préparation efficace et rationnelle sans impasse. Les candidats ne peuvent tout savoir et le jury ne l'ignore pas. Sont donc valorisées la maîtrise des règles de l'expression écrite et orale et la capacité à dominer les principales thématiques d'une vaste question en appuyant sa réflexion sur un nombre limité d'exemples bien maîtrisés. Grand 1. Présentation des épreuves. C'est par la présentation des épreuves que doit commencer le travail de préparation du concours. Pour prendre à nouveau une métaphore sportive, ces exercices peuvent être rapprochés du patinage artistique. Constitués d'une série de figures imposées précisément définies dont l'absence est lourdement sanctionnée, leur agencement et leur exécution relèvent de la marge de liberté du candidat. Les auteurs de ce manuel recommandent très chaudement aux candidats de prendre connaissance des rapports des jurys du CAPES et de l'agrégation des sessions 2021. Il peut être également utile de consulter les rapports des sessions précédentes qui contiennent des mises au point particulières ou des corrigés détaillés. Ces rapports sont disponibles sur Internet au format PDF et se trouvent dans quelques clics grâce à un moteur de recherche. Leur lecture attentive est fortement recommandée, car ils permettent aux candidats de comprendre dans quel état d'esprit travaille le jury. Ils contiennent également nombre d'informations utiles, particulièrement sur le déroulement des épreuves orales. Le présent chapitre se veut une incitation à la lecture de ces rapports et ne prétend pas les remplacer, mais y apporter un complément pratique sur la manière de se préparer et de réaliser les épreuves. A. Les épreuves écrites. Petit a. La dissertation d'histoire au CAPES et à l'agrégation. La dissertation dure 5 heures au CAPES et 7 heures à l'agrégation. Malgré quelques différences, les règles en sont fondamentalement les mêmes, seule la durée de l'épreuve ayant une influence sur la taille de la copie. L'objectif de la dissertation est d'établir une synthèse critique sur un problème historique, en permettant au candidat de faire montre de ses capacités de réflexion et d'argumentation étayées par des connaissances précises, tant sur le sujet que sur son historiographie. La première étape du savoir consiste à en comprendre l'intitulé. Cela suppose de définir, pour soi, les termes du sujet et d'en cerner le champ. Par exemple, en notant sur une feuille le sens des mots du libellé et les phénomènes ou les exemples qui se rapportent aux thématiques ainsi définies. Il est alors possible de synthétiser sa pensée en 2 ou 3 axes principaux, eux-mêmes divisés en sous-axes. C'est ce travail de hiérarchisation des idées qui prépare le plan du devoir. Au CAPES, il est possible qu'un petit nombre de documents soient donnés en complément du sujet. Il ne faut en aucun cas les commenter et le candidat n'est même pas obligé de les utiliser. Leur principal intérêt est d'aider à baliser le sujet et à éviter d'en oublier un aspect important. Il est possible de les citer à l'appui d'une démonstration, mais des connaissances personnelles supplémentaires sont absolument nécessaires. Une fois la première réflexion sur le sujet terminée, le candidat doit s'astreindre à rédiger un brouillon, un plan détaillé, une introduction et une conclusion. Cette étape n'est pas moins cruciale que la précédente. La qualité de l'introduction est une partie importante de la réussite du devoir et la conclusion est la dernière impression qu'on laissera au correcteur. Le plan détaillé doit comporter au moins les parties, les sous-parties et, sous forme de tiret, un résumé des exemples à développer. Il permet au candidat de vérifier que son plan est bien équilibré et, surtout, qu'il est tenable jusqu'au bout. Une sous-partie constituée d'une idée en apparence séduisante, mais sans exemple précis, doit être évitée. Ce travail permet donc au candidat d'évaluer la faisabilité de son projet. Le devoir final comptera entre 10 et 20 pages environ, suivant qu'il s'agisse du CAPES ou de l'agrégation. Le candidat devra donc vérifier que chaque sous-partie tiendra en une page à une page et demie. Tout ce travail préparatoire occupe à peu près la moitié du temps imparti. L'autre moitié est consacrée à la rédaction au propre qui doit être achevée au moins une vingtaine de minutes avant la fin de l'épreuve, afin de permettre une relecture orthographique et syntaxique. Si le candidat est pris par le temps et qu'il ne peut écrire tout ce qu'il escomptait, la solution est de résumer ces sous-parties pour arriver tout de même à mener le devoir jusqu'au bout, c'est-à-dire à la fin de la conclusion. Un devoir déséquilibré et plus rapide au fil du développement obtiendra une meilleure note qu'un devoir inachevé qui sera, lui, lourdement sanctionné par la notation. La dissertation est un exercice qui répond à une structure attendue qui garantit la réussite de la réflexion. L'introduction, après une amorce qui permet d'entrer dans le sujet, est composée de la définition des termes du sujet. C'est une étape cruciale et trop souvent négligée ou incomprise. Il faut définir tous les termes du sujet, y compris le sens de l'ère chronologique et géographique retenu. Ces termes doivent être définis les uns par rapport aux autres, de manière à susciter un problème historique que la problématique pose de manière explicite et qui doit faire l'objet d'une mise en perspective historiographique. L'introduction se conclut par l'annonce du plan.
Tout plan est possible, du moment qu'il met en avant les 2 ou 3 grandes thématiques qui permettent de traiter la problématique ou les 2 ou 3 sous-périodes principales qu'il est possible de définir dans l'ère chronologique du devoir. Si ce qui prime dans la période retenue par le sujet sont les facteurs de discontinuité. De ce fait, les 3 grandes familles de plans les plus utilisés au concours sont les plans chronologiques, thématiques et thématico-chronologiques. Dans le cas d'un plan thématique, il n'est pas concevable qu'une partie corresponde à un des termes du sujet. La problématique définissant une question issue de la confrontation des termes du sujet, chaque partie doit alors traiter un aspect des rapports qu'entretiennent entre eux ces termes. Dans le cas d'un plan chronologique, la pertinence des périodisations retenues doit être démontrée pas à pas et discutée, car une périodisation ne va jamais de soi. On attend alors des sous-parties thématiques qui peuvent se répondre d'une partie à l'autre, et qui correspondent aux différents facteurs qui démontrent la périodisation retenue. Les sous-parties sont la partie insécable du devoir, l'unité de base. Elles doivent correspondre chacune à une idée principale, illustrée par un ou plusieurs exemples précis et détaillés. La démarche doit être ici démonstrative. Aussi, un exemple bien maîtrisé et longuement développé est toujours préférable à plusieurs exemples superficiels ou allusifs. Le traitement des exemples doit rendre manifeste que le candidat est conscient que l'histoire s'écrit avec des sources. S'il n'est pas concevable de mettre des titres aux parties et aux sous-parties, la mise en page du devoir, en sautant des lignes de manière normalisée, doit faire que le plan saute aux yeux du correcteur. Tout le développement n'étant qu'une réponse à une question posée par la problématique en introduction, les parties et les sous-parties doivent être articulées entre elles par des transitions qui rendent manifeste la logique de la démonstration d'ensemble. Les connaissances ne sont là que pour démontrer la validité des idées qui structurent le plan. Selon la manière d'argumenter, un même exemple peut donc être pertinent ou non. D'où la règle, pas d'idée si elle n'est démontrée par un exemple, pas d'exemple s'il n'est là que pour démontrer une idée, qui, avec une bonne définition des termes du sujet, permet de limiter les risques de hors-sujet. La conclusion commence par résumer la démarche suivie avant de répondre directement à la problématique posée en introduction. Le devoir s'achève par un élargissement vers la période qui suit immédiatement ou vers un sujet annexe et ne doit pas trop s'éloigner du sujet traité. Il faut proscrire absolument une ouverture vers l'actualité la plus récente. Petit b, le commentaire de document à l'agrégation. Le commentaire de document est l'exercice historique par excellence. En tant qu'exercice inductif, faire émerger des idées générales en partant de faits particuliers au prisme des sources. Il est profondément complémentaire de la dissertation qui, elle, est déductive, confrontée des idées générales étayées sur des faits choisis en fonction de la démonstration. En 7 heures à l'agrégation, le candidat devra expliquer et mettre en perspective un document pour l'ériger en source historique. Le commentaire bien mené permet d'expliquer tout d'intérêt historique, c'est-à-dire tout ce que l'historien peut faire dire d'un document à quelqu'un qui n'en disposerait pas. La réalisation d'un commentaire passe par les mêmes étapes que celle d'une dissertation. À la définition des termes du sujet correspond, ici, l'imprégnation du document, que le candidat commencera par lire plusieurs fois, en soulignant au crayon les passages qui lui paraissent devoir rappeler commentaires ou explications. Une fois ce travail de décortiquage effectué, il s'agira de regrouper les éléments retenus en 2 ou 3 idées principales, subdivisées en 2 ou 3 idées secondaires, et de trouver une question surplombante qui permet de mettre en valeur le principal intérêt du document et qui tiendra lieu de problématique. Le plan ne peut se contenter de reprendre dans l'ordre les principales articulations du texte ni, si le sujet est un dossier en plusieurs documents, consacrer une partie à un document. Chaque partie doit en effet traiter une thématique présente dans le ou les documents donnés à commenter. L'introduction devra être composée d'une amorce, puis présenter la nature du document, l'identité et les visées de l'auteur, ainsi que les éléments de biographie pertinents pour comprendre son rapport au texte, le mode de publication et de circulation du document dans l'Antiquité, puis le contexte. Ce contexte est double, contexte des événements relatés et contexte de rédaction, en s'interrogeant immédiatement sur les déformations qui ont pu se produire entre les deux. Par exemple, les biographies des empereurs antonins, contenues dans l'Histoire Auguste, sont éloignées d'au moins 2 siècles de ces souverains. De même, si le récit par l'historien Ammien Marcellin de l'entrée solennelle en 357 de l'empereur Constance II dans Rome n'a été composé que 30 ans après les événements, la part de reconstruction ou de désinformation n'est pas négligeable. La conclusion récapitulera la démarche suivie, répondra à la problématique en précisant la portée du document dans le temps et dans l'historiographie. L'élargissement pourra justement porter sur une mise en perspective documentaire.
Les deux erreurs méthodologiques principales à éviter sont la paraphrase, qui consiste à répéter, souvent moins bien, ce que dit déjà le document sans rien y ajouter, et la dissertation à propos du document, qui traite de la seule problématique définie de manière trop large, en oubliant que l'objet principal de l'exercice est la présentation d'un document. Une manière d'éviter ces écueils est, lorsqu'on en est à la rédaction du plan, de prendre soin que chaque sous-partie soit constituée d'une idée, sur le document et les événements qu'il relate, et que chacune de ces idées s'appuie sur un passage du texte qui y sera cité, au moins en partie. La structuration d'un plan par thème ou par idée permet de prendre de la hauteur par rapport au texte. Le fait que dans chaque sous-partie figure une citation permet d'éviter de s'en détacher. Enfin, en citant directement le texte, le candidat sera amené ensuite à ajouter du sien aux commentaires, le risque de paraphrase étant moins grand que lorsqu'il n'est fait référence au document. Pour le reste, les règles de clarté du plan et l'articulation des parties et des sous-parties entre elles, énoncées précédemment au sujet de la dissertation, s'appliquent également. Petit c, le commentaire de document au CAPES. Le commentaire de document au CAPES est composé d'une analyse critique et d'une exploitation adaptée à un niveau donné, qui compte chacune pour la moitié de la note. La partie analyse critique correspond à elle seule à ce qui est le commentaire de document à l'agrégation. La principale difficulté pour un candidat sera donc de produire une analyse critique d'un bon niveau sans perdre de vue qu'elle ne représente que la moitié de la note et que, de ce fait, l'exploitation adaptée à un niveau donné ne saurait être en aucun cas négligée. Cette seconde partie de l'épreuve est composée de 4 éléments. Introduction, thématique et objectifs du cours, notions et connaissances à transmettre, étude de cas à partir d'un document maître. Elle nécessite une bonne connaissance des programmes, mais aussi une réflexion sur ce qu'il est réaliste de faire avec une classe d'un niveau donné et sur le moyen d'y parvenir. Grand B, les épreuves orales. Tant pour le CAPES que pour l'agrégation, la numérisation des épreuves orales progresse d'année en année. Loin d'être un gadget, elle est une préparation aux conditions effectives d'exercice du métier. Les candidats devront donc s'entraîner en cours d'année à la maîtrise du logiciel PowerPoint. De même, les catalogues et bases de données consultables le jour des épreuves, dont la liste figure dans les rapports des jurys, doivent faire l'objet d'une fréquentation en cours de préparation. Plus encore que pour les épreuves écrites, la lecture des rapports du jury d'agrégation et de CAPES qui fourmillent de conseils pratiques et consacrent un nombre important de pages à ces épreuves s'impose et cette présentation n'a pas vocation à les remplacer. La préparation à l'oral doit s'effectuer tout au long de l'année. Une bonne préparation interdit d'abandonner, d'autant plus que les barres d'admissibilité et d'admission étant sensiblement proches, entre 8 et 9,5 généralement, le dernier des admissibles n'a pas de retard à rattraper pour espérer être admis. De plus, on constate que certains admis ont eu au moins une note très faible à l'oral, 3 à 4 sur 20. Une bonne prestation dans une épreuve peut suffire à sauver une situation mal engagée. Même s'il sent que la situation lui échappe, le candidat doit se battre jusqu'au bout dans chacune des épreuves. Obtenir un 4 sur 20 au lieu d'un 2 sur 20 peut faire la différence entre une admission et un échec. Le candidat se rapportera au rapport du jury pour le détail des différentes épreuves. Leçon d'histoire générale et explication de documents historiques à l'agrégation. Leçon d'histoire accompagnée d'une transposition didactique et d'un bref commentaire du document maître au CAPES pour ce qui est des épreuves d'histoire. Quelques remarques communes à toutes ces épreuves. Les règles méthodologiques des épreuves écrites s'appliquent également à l'oral. La première d'entre elles est la nécessité d'interroger le sujet et de commencer à le penser en définissant les termes avant d'entrer dans la bibliothèque et de se ruer sur les ouvrages. La seconde est la correction et la précision de la langue. Dans la mesure du possible, le candidat doit parler devant le jury comme il écrirait une copie. Son talent oratoire s'exprimera par sa capacité à rendre vivant son propos, notamment en parlant debout, avec une voix claire et distincte, comme devant une classe, en cherchant à accrocher le regard des membres du jury. La connaissance de la bibliographie disponible s'acquiert en cours d'année en consultant les bibliographies publiées dans la revue Historien et géographe. On ne peut évidemment attendre du candidat qu'il ait lu tous ces titres, mais en revanche, il doit savoir ce qui existe bien au-delà des simples manuels. Les visites de bibliothèques, les veilles d'épreuves doivent être l'occasion de faire le point sur toutes les ressources mises à disposition. Les articles scientifiques notamment sont très commodes pour établir une leçon ou trouver un exemple pertinent. Pour toutes ces épreuves, la réflexion sur les documents à apporter devant le jury est fondamentale. Presque tous les sujets nécessitent de prévoir une ou plusieurs cartes, qu'il peut être parfois nécessaire de réaliser soi-même. Il faut en outre prévoir un nombre limité de documents, textes ou images, qui feront l'objet d'une brève présentation devant le jury. Leur utilisation, si elle ne peut pas dépasser quelques minutes pour chacun des documents,
Une sous-partie de la leçon d'histoire générale ne peut durer plus de 3 minutes, sauf à déboucher sur une prestation déséquilibrée, doit être précise. Lire un passage du texte en le commentant brièvement, montrer un point particulier d'une image en l'analysant comme un document à part entière. Ces documents apportés sont essentiels. Ils démontrent le propos, tant autant qu'ils rendent l'exposé vivant. Tout lieu cité par le candidat doit être immédiatement localisé sur une carte. Le vocabulaire spécifique et notamment les noms propres devant être écrits au tableau ou sur la diapositive du PowerPoint. Le plan doit être affiché et la progression du propos marquée de sorte que tous les membres du jury sachent en permanence où le candidat en est de sa démonstration. Les bonnes prestations sont celles qui arrivent à conjuguer une réflexion appuyée sur des connaissances précises, notamment bibliographiques et documentaires, avec des savoir-faire adaptés à la prise de parole en public devant des élèves et des étudiants, dynamisme, gestion du temps, souci de l'auditoire. Le temps imparti doit être utilisé en entier, sans dépassement, à 1 ou 2 minutes près, ce qui implique d'avoir écrit au préalable sur ses notes des temps de passage pour chacune des articulations principales du devoir et de disposer d'un chronomètre. Pas plus qu'à l'écrit, le candidat ne devra chercher la connivence du jury par de l'humour déplacé, ni ne fera part de convictions personnelles d'ordre religieux, philosophique ou politique. Conseil spécifique pour l'épreuve d'explication de documents, le candidat devra avoir le réflexe de demander systématiquement l'ouvrage d'où est tiré le texte. Pour toutes les épreuves, le jury attend du candidat qu'il se présente avec une bibliographie. Celle-ci doit être raisonnée et limitée. Elle ne peut se limiter à des manuels généraux et doit proposer également des monographies, titre souligné, et des articles, titre de l'article entre guillemets, titre de la revue ou de l'ouvrage collectif souligné. Les titres doivent être classés soit par thème, ce qui est préférable, soit éventuellement par nature. La seule règle impérative de la bibliographique est la cohérence et le systématisme dans la présentation des informations. S'il n'est pas concevable d'oublier la date de parution d'un ouvrage, en plus de son auteur et de son titre, peu importe que le candidat mentionne ou non l'éditeur et la collection. En revanche, il doit choisir un parti et s'y tenir systématiquement pour tous les titres retenus. Le candidat gagnera à conserver les 20 dernières minutes de son temps de préparation pour anticiper les questions, qui pourront lui être posées pendant l'entretien et s'y préparer. Grand 2. Les règles communes aux épreuves écrites et orales. A. Problème d'expression. La maîtrise de la langue française est un critère essentiel de sélection des candidats, d'autant plus que seule une minorité des copies est vraiment rédigée dans un style sans reproche. Les candidats qui ne maîtrisent pas pleinement l'orthographe et la grammaire gagneront à travailler en priorité ces questions. Les quelques remarques qui suivent regroupent des erreurs ou des impropriétés courantes qu'il s'agit d'éviter. Concernant l'expression écrite, il faut rappeler qu'aucune règle n'est optionnelle en français. Une faute d'accent ou de majuscule est donc tout aussi inacceptable qu'une faute de conjugaison ou de syntaxe. Les candidats, dont l'écriture n'est pas facile à déchiffrer, devront faire un effort dès leur devoir blanc. Ce que le correcteur n'arrive pas à lire n'existe pas, avec les conséquences qu'on imagine sur la notation. Le temps de relecture de la copie doit faire partie de la planification de l'épreuve, quel que soit le niveau du candidat. Il n'est tout simplement pas envisageable de rendre une copie sans être relue. La correction des erreurs, sous la forme d'un trait tiré à la règle, est bien vue des correcteurs. Elle prouve que le candidat a pris cette peine. A l'inverse, une copie sans marque de correction sera d'emblée suspecte, avant même que les premières erreurs y soient décelées. Enfin, les copies étant numérisées, il faut privilégier l'usage de l'encre noire. Les siècles s'écrivent en chiffres romains exclusivement. On peut préciser avant JC ou avant notre ère. Toute autre formulation étant à proscrire. Si toutes les dates se situent après JC, il est alors inutile de le préciser. On rappellera au candidat cette règle française. Les noms de peuples s'écrivent avec une majuscule lorsqu'ils sont employés comme nom et sans majuscule lorsqu'ils sont adjectifs. Un romain, un grec, un égyptien, mais un citoyen romain. Donc les premiers romains, grecs, égyptiens avec une première lettre en majuscule et un citoyen romain en minuscule. Un rhéteur grec également, un prêtre égyptien également. De même pour les dynasties, on écrit les Constantiniens avec un C majuscule et les empereurs constantiniens tout en minuscule. Les guillemets ne peuvent s'utiliser que pour citer le titre d'un article ou l'extrait d'une œuvre. Si le candidat s'apprête à écrire un terme entre guillemets, qu'il s'interroge. C'est sans doute qu'il se prépare à employer un mot inadapté ou trivial. Auquel cas, il ferait mieux de s'abstenir. Les mots étrangers, qui ne sont pas d'usage courant, doivent être soulignés dans les copies. Le soulignement manuscrit correspond à l'italique dactylographié. Ainsi, tous les mots qui sont en italique dans cet ouvrage, civitas, munus, etc., devront-ils être soulignés dans les copies.
Il en va de même des titres d'ouvrages. L'étude fondamentale de Gilbert d'Agron, intitulée Naissance d'une capitale, Constantinople et ses institutions de 330 à 451, sera écrite par le candidat, Naissance d'une capitale, Constantinople et ses institutions de 330 à 451, entièrement soulignée. Enfin, une dernière convention propre à l'écriture de l'histoire, qui n'est que trop peu connue des candidats, le futur ou le futur présent, comme il va se marier, sont à éviter, car ils sous-entendent que le futur du passé était inéluctable. Le candidat doit donc se limiter dans son expression écrite comme orale à l'usage du présent de narration, du passé simple ou du passé composé. Grand B, problème de style ou de démarche. Le candidat, qui n'est pas sûr de son style à l'écrit comme à l'oral, s'astreindra à imiter le style des manuels. Il faut privilégier les phrases courtes, correctes syntaxiquement, et utiliser un vocabulaire simple et précis qui évite le jargon inutile ou les effets de style facile. Les termes techniques doivent être maîtrisés et définis. Annonces militaires, curiales, cursus publicus, imperium, portique, etc. Aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. Il faut éviter toute tentative d'humour ou de démagogie. Les jugements de valeur sur les sociétés révolues sont absolument à proscrire, notamment pour ce qui est du statut de la femme ou de l'esclavage. Le jury n'est pas intéressé par les convictions du candidat que, en apprenti fonctionnaire, il apprendra à garder pour lui, mais par une analyse fondée sur des exemples. La question du bien ou du mal relève de la théologie ou de l'éthique, aucunement de l'histoire. De même, les comparaisons entre des périodes éloignées dans le temps ou dans l'espace doivent être évitées, sauf si le candidat est sûr de son fait ou si c'est le jury qui, lors de l'entretien oral, l'y invite. Le bavardage ou la narration gratuite ou dramatisante doivent être évités. Ce que le jury attend, à l'oral comme à l'écrit, c'est une démonstration appuyée sur des exemples tirés des connaissances du candidat ou du texte qu'il commente. Le candidat prendra garde, enfin, d'éviter les anachronismes, notamment pour des périodes éloignées. La cité n'existe pas dans l'Empire romain. Il existe en effet des milliers de cités différentes. Grand 3. Conséquences pratiques pour une préparation réussie. C'est de la bonne compréhension des épreuves que le candidat déduira une préparation réussie. De ce fait, il doit s'entraîner le plus tôt possible dans l'année à réaliser des devoirs blancs en temps limité et adapter sa préparation en fonction de ses besoins et des lacunes à combler, notamment en matière d'orthographe et de grammaire qui doivent faire l'objet d'une attention régulière. Grand A. Planifier pour éviter les impasses. Le candidat gagnera à établir un emploi du temps à l'année qui lui permettra de travailler à égalité toutes les questions et de pouvoir conserver entre 3 semaines et 1 mois et demi de temps de révision avant les épreuves écrites. La plupart des candidats commencent à travailler dès l'été qui précède le concours, avant le début des cours. Les épreuves d'admissibilité ont lieu en mars, éventuellement début avril. Cela veut dire que concrètement, chaque candidat dispose d'à peu près 1 mois au maximum par question, en tenant compte du temps de révision à prévoir juste avant les épreuves. Ce temps limité ne permet guère de lire et ficher plus d'un manuel et d'un ou deux recueils d'articles, en ajoutant quelques lectures complémentaires rapides. Le cerveau humain a des capacités limitées, et rogner sur le temps de sommeil n'est jamais une bonne idée. Pouvoir établir des parallèles, trouver l'angle d'attaque pertinent pour un sujet tout en gérant son stress suppose de la fraîcheur et une bonne condition physique et mentale. De ce fait, le candidat évitera l'éparpillement et la quête d'érudition pour se concentrer sur la construction d'un savoir efficace qui aille du général au particulier. Les épreuves orales doivent se préparer au plus tard dès la fin des épreuves écrites. Il ne faut surtout pas attendre les résultats d'admissibilité. Le candidat doit alors fréquenter intensivement les bibliothèques pour voir le plus d'ouvrages possible, consulter les tables des matières, connaître ceux qui citent des textes ou fournissent une illustration pertinente, mais il ne doit pas oublier d'entretenir les connaissances acquises pour l'écrit. Elles lui seront nécessaires pour préparer les épreuves de leçons et répondre aux questions du jury. Grand B, du sujet possible à la préparation souhaitable. Si le jury est souverain dans la définition des sujets, il est néanmoins tenu à une certaine continuité, notamment pour les épreuves d'écrit. L'étude de plusieurs décennies de sujets de dissertation montre que, sauf exception, celui-ci consiste en la confrontation de 2 ou plusieurs termes appliqués à l'ensemble de l'ère géographique et chronologique de la question. Pour cette raison, le candidat doit s'entraîner à penser le sujet de manière thématique, car c'est cette approche qui le préparera le mieux à construire un plan pertinent pour l'ensemble de l'ère géographique et chronologique. C'est la raison du plan retenu par le présent manuel. La maîtrise des thèmes principaux de la question et de ses principales articulations chronologiques est un travail d'ordre général qui s'avérera très rentable lors des épreuves. À cette recherche de la maîtrise d'une vue d'ensemble, le candidat alliera la confection de fiches sur des études de cas précis et détaillés qui illustrent une ou mieux plusieurs de ces
Plusieurs de ces thématiques comportent non seulement des faits, mais aussi des indications sur les sources qui nous les font connaître. Ces fiches de cas fourniront au moment venu le candidat en exemple pour ses dissertations, mais aussi le prépareront à traiter un commentaire de document. Une fiche, par exemple, sur la tétrarchie ou le règne de Théodose Ier sera autant une bonne préparation pour illustrer une dissertation qu'elle anticipera ce que pourrait être un commentaire de document. Le candidat gagnera également à réaliser des fiches historiographiques qui associent le nom d'un historien, son ouvrage principal et quelques remarques sur la manière dont il se situe dans l'histoire de l'écriture du sujet. Pour terminer ces quelques conseils aux candidats, rappelons-leur que pour un concours, il ne s'agit pas tant de réussir que de ne pas échouer. Une préparation systématique et raisonnée, qui s'appuie sur la bonne compréhension des attentes du jury, telle qu'exprimée dans les rapports, est déjà bien engagée. C'est alors la culture historique du candidat, ses capacités d'expression écrite et orale, mais aussi et surtout sa ténacité et sa résolution, qui lui permettront d'aller jusqu'au bout de son projet. Bonne chance à tous.